Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où on va de suite parler lecture avec ce roman que j'ai lu, que j'ai aimé, que j'ai dévoré. C'est le nouveau Cozy Mystery de Karine. Retour à Sainte-Marie-Île, un Cozy Mystery qui se passe à Noël. Ce Cozy Mystery a tout ce qui fait qu'on peut aimer le genre. Une atmosphère british avec des tea time par-ci par-là, avec beaucoup d'humour. J'ai pas arrêté de pouffer et ça fait un bien fou. Ça a été une vraie bouffée d'oxygène ce roman. Et cerise sur le gâteau, ça se passe à Noël, donc il y a aussi toute l'atmosphère de fête de fin d'année dans un petit village qui est super. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est hyper bien dosé. Que ce soit les touches de Cozy Mystery, que ce soit les touches de Noël, il y en a ni trop ni trop peu. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien dosé. Pour l'histoire, on rencontre Joanne. Joanne est une scénariste d'une série à succès. Elle, du jour au lendemain, elle va prendre la fuite, elle va quitter son mec qui est un gros connard, qui l'a trompée, et elle va tout plaquer et se réfugier dans un cottage à Sainte-Marie-Île, un cottage hérité de sa grand-tante Gladys qui est décédée quelques mois auparavant. Donc Joanne se retrouve là-bas non seulement seule, et en plus totalement ruinée, elle n'a plus un sou en poche. Et commence alors ce Cozy Mystery. Il va y avoir des meurtres à Sainte-Marie-Île, des meurtres de personnes âgées, assez mystérieux. Et forcément, Joanne ne va que vouloir enquêter sur ces meurtres. Elle sera accompagnée de personnages absolument adorable, à la fois insolite et en même temps attachant. Ce roman est à la fois très drôle parce que effectivement rempli d'humour comme je vous le disais précédemment, mais il y a aussi des moments hyper mignons, hyper tendres, avec voilà beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. J'ai adoré. Cette couverture est absolument sublime et quand on regarde, surtout voilà, une fois qu'on l'a lu, il y a plein de détails dans cette couverture qui plein de détails du roman qu'on arrive à retrouver là-dedans. Je trouve ça beaucoup trop chou. Le chien de ce roman m'a fait mourir de rire. Je l'ai trouvé tellement drôle. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que je l'ai dévoré. La plume est fluide, addictive. Ben what else quoi. La fin arrive beaucoup trop vite et j'étais tellement déçue que ça se termine et que ça se termine comme ça. On est là mais c'est pas possible, elle peut pas nous faire poireauter pendant un an là-dessus, c'est pas possible. Bah si, elle le fait. Voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2 vivement l'année prochaine. Il me tarde. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Ciao. Hello! Petit coucou express juste pour ouvrir un paquet avec lequel je viens de remonter de la boîte aux lettres et j'ai pas du tout envie d'attendre. Alors je vous prends comme je suis. Aujourd'hui c'est journée cosy à rester dans mon lit à bouquiner parce que j'ai enchaîné là ces derniers jours le travail. Et voilà, repos. Donc voilà, je me suis mise à l'aise. Mais je voulais pas attendre parce que je suis très très intriguée. C'est écrit Michel Lafon, sauf que je n'ai absolument aucune nouvelle des éditions Michel Lafon depuis des lustres. Et du coup, ça m'intrigue. Alors... qu'est-ce que c'est? Métamorphosis de Stéphane Gala. Un polar. Ah mais je ne savais pas du tout que j'allais recevoir ça. Non. Non, pas du tout. Mais je suis très surprise. C'est un petit mot de Stéphane qui me dit être très heureux de me faire parvenir son 3e roman et qui me félicite pour mon compte Instagram. Ben merci, merci infiniment. Et je suis tellement surprise. Ok,
Alors, Granville, Westfield, Southwick, 3 villes reculées du Massachusetts, un même tueur. Une silhouette insaisissable égorge au hasard des rues. De sa capuche émane une lueur infernale. Tandis que l'implacable détective Wilfrid Bosco rejoint l'enquête, Mrs. Alvarez, médium argentine, déterre avec effroi des ossements humains en pleine forêt. Quelles abominations sont à l'origine de cette sinistre découverte? Y a-t-il un lien entre ce charnier et les attaques commises par celui que l'on surnomme désormais le démon écarlate? Êtes-vous prêt à affronter le diable? Ah ouais, ces 2 premiers romans, c'est Un signe d'elle et Les ombres de Salem. Et Les ombres de Salem, ça me parle, je crois que je l'avais vu passer quand il était sorti. Et du coup, univers d'un genre nouveau entre ultra-réalisme et fantastique. Eh ben, je demande qu'à découvrir. Trop cool. Merci, merci infiniment Stéphane, et merci aux éditions de Michel Lafon pour l'envoi de ce roman que je vais me faire une joie d'ajouter à mon planning du mois prochain. Trop cool. Trop cool. Merci. Coucou. Je reviens ouvrir 2 petits paquets avec vous. J'ai un bonne lecture de mon facteur. Sa dernière nuit de Malin Sten aux éditions Hauteville Suspense. Et si le dernier jour de l'année était aussi le dernier de sa vie? Un épais brouillard recouvre la nuit. Pour la première fois, Jennifer Wixell se rend seule à une soirée du Nouvel An. À l'autre bout de la ville, ses parents portent un toast à la nouvelle année avec leurs amis les Anderson. Ils n'ont plus grand-chose en commun, mais passer cette fête ensemble est une tradition. Lorsqu'ils se réveillent après une soirée trop arrosée, ils constatent que Jennifer n'est pas rentrée. Les heures passent et le cauchemar devient réalité. Jennifer a disparu. Suspense. Trop cool. Un thriller scandinave, enneigé qui invite le pire des cauchemars à la fête. Pour les fans de Camilla Läckberg et Johanna Gustafsson. Trop cool, il me tarde de pouvoir le lire, c'est trop chouette. Ouf, c'est lisse. Trop bien. Et, avec un petit coucou de mon facteur, toujours. Ah oui. Donc l'année dernière, j'étais partenaire des éditions Brajlon Hauteville Suspense, et pour clôturer cette année de partenariat, ils nous font cadeau de ces 2 romans de Peter James, Face et Alchimiste. Alors, je regarde parce que comme je connais pas du tout, je ne sais pas si c'est des suites ou si c'est des one-shots. Je sais pas. Alors, je vous lis la 4e de couverture de Face. Pour Ross Ransom, la perfection est plus qu'un idéal, c'est son gagne-pain. Chirurgien esthétique de renommée internationale, Ransom a passé des heures à opérer son épouse. Fate est la perfection faite femme. Lorsqu'elle tombe malade, Face refuse l'aide de son mari et se tourne vers un thérapeute charismatique. Ransom se sent profondément trahi. Pour lui, si rationnel, c'est une question de logique. S'il ne peut avoir sa femme, alors personne ne l'aura. Le mec a l'air complètement taré. Ok.
et Alchimiste. Que se trame-t-il réellement dans le secret des laboratoires pharmaceutiques? Monty Bannerman et son père, dont le laboratoire vient d'être racheté par une multinationale, risquent fort de l'apprendre à leurs dépens. Alerté par un journaliste au sujet de pratiques troublantes, Monty se met à poser des questions embarrassantes. Et des accidents mortels frappent soudain les membres rebelles de cette compagnie. De révélation en révélation, la jeune femme se trouve entraînée dans une spirale terrifiante, car derrière la façade respectable d'une multinationale qui prétend œuvrer pour le bien de tous, se dissimule un véritable crime contre l'humanité. Celui-là, c'est un putain de pavé, hein. 900 pages. Plus de 900 pages. Bah, c'est chouette. Merci beaucoup pour l'envoi de ces romans cadeaux. Je ne sais pas quand je les découvrirai parce que du coup ils ne sont pas tellement ma priorité. En revanche, celui-ci l'est. Donc voilà, je l'ajoute à mon planning normalement de novembre. Je ne sais plus dans quel état il est ce planning de novembre, il est peut-être un peu plein. Si pas pour novembre, ce sera pour décembre et puis c'est tout. Sur ce, je vous retrouve un peu plus tard. Ciao. Je vous retrouve après un week-end incroyable que j'ai passé à Mulhouse pour le Festival Sans Nom. Le Festival Sans Nom, c'est un salon que j'ai découvert l'année dernière. J'y suis allée pour la première fois l'année dernière et j'ai adoré parce que j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère hyper intimiste et hyper conviviale en fait. C'était très très familial cet endroit et j'ai adoré ça. Les auteurs sont très disponibles, très abordables. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce salon l'an dernier, donc j'y suis retournée cette année. Et puis cette année, cerise sur le gâteau, j'étais membre du jury pour le prix du Festival Sans Nom. Ça a été une expérience super que j'ai partagée avec des personnes vraiment très chouettes, que j'ai du coup eu l'occasion de croiser, de voir en vrai ce week-end et ça a été vraiment un réel plaisir. J'ai passé ce week-end notamment avec Magda et son aînée, sa grande. Ça a été super de partager ces moments aussi avec elle parce que c'est vrai que même si on se connaît, notamment de notre année de lectrice Charleston, là on a vraiment pu apprendre à se découvrir un peu plus et c'était vraiment super de passer ce moment privilégié avec elle. Voilà, donc je suis arrivée le vendredi, j'ai pris ma chambre d'hôtel, j'ai voulu me reposer, faire une sieste avant de passer aux choses sérieuses, mais impossible, je crois que j'étais un peu trop excitée par le week-end qui m'attendait, donc je n'arrivais pas à dormir. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais me faire un moment cosy, j'ai pris un bain parce que je n'ai pas de baignoire chez moi et que là, il y avait une baignoire dans cette chambre. Je me suis dit, mais trop bien, je prends un bain. Ensuite, j'ai retrouvé Cécilia,
Virginie et Sandra, et puis nous sommes allés faire un petit tour dans Mulhouse. Mulhouse, je n'avais jamais visité parce que l'année dernière, c'est vrai que j'avais pas du tout pris le temps, ça a été salon, chambre d'hôtel, salon, chambre d'hôtel. Et donc cette année, j'ai pris un peu plus le temps et j'ai trouvé ça super mignon. Le centre-ville de Mulhouse était très sympa, j'ai adoré. Et puis après, Magda nous a rejoints et on est allé boire un verre. Eva nous a également rejoints et donc nous avons passé un petit moment tout ensemble, c'était hyper sympa. Et puis on s'est redirigé vers l'hôtel puisqu'il y avait la soirée d'inauguration avec la remise du prix au grand gagnant qui a été remis donc à Alexis Lepsker pour Hurlement. Et puis la soirée c'était super chouette, une soirée donc avec une grande partie des auteurs qui étaient présents ce soir-là. Ça a été vraiment super. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui était là pour en guise d'animation qui faisait des silhouettes et donc tadam, je sais pas si on voit bien, j'ai trouvé ça trop bien. Le mec était impressionnant, j'ai adoré. Il s'appelle comment? Champol. Champol. Ouais, bref, voilà, trop cool. Et puis voilà, soirée qui s'est terminée, je crois que je suis allée me coucher à 1h30 du matin. Et puis le lendemain, place aux choses sérieuses, début du salon, je suis allée voir moult auteurs que j'avais lus, moult auteurs que je n'avais pas lus, c'était hyper cool, les discussions avec certains étaient vraiment super, je pense notamment à Morgane Odick, que j'ai pas encore lu, mais son roman m'attend, avec lequel j'ai beaucoup échangé et ça a été un chouette moment de partage, j'ai adoré cette rencontre. Et puis honnêtement j'ai adoré discuter avec chacun d'entre eux. J'ai adoré retrouver Christelle Duchamp qui est pétillante et toujours avec le smile et c'est un bonheur de pouvoir la recroiser ce week-end. Ça a été très chouette aussi de revoir Nicolas Feuze que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. C'était hyper sympa de le recroiser et puis bon je vais pas citer tous les auteurs parce que ça a été un plaisir de croiser chacun d'entre eux. Eva m'a fait un petit cadeau aussi. Eva s'est pointée le samedi avec un petit sac avec les fameux popcorn. C'est la signature d'Eva, ces popcorn et je les adore, ils sont trop bien, trop bons. Pumpkin chai. Du thé automnal, parfait. Et puis, ça m'a fait beaucoup rire. Tout plaquer et aller prendre un bain. C'était une référence à mon après-midi de la veille où voilà, où je n'avais rien d'autre à faire que d'aller prendre un bain. J'ai trouvé le clin d'œil absolument adorable. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc merci Eva infiniment. Beaucoup trop chou. Voilà, que dire de plus sur ce week-end? Bah rien, je pense qu'on a fait le tour, ça a été très chouette de rencontrer aussi bien les auteurs que de pouvoir discuter avec certaines personnes rencontrées sur Booksta, mais pas que, et voilà, et je remettrai probablement ça l'année prochaine parce que ce salon... Merci infiniment à Déborah. Déborah, franchement, merci de m'avoir offert cette opportunité de faire partie du jury parce que ça a été une superbe aventure. Merci aussi pour toi, pour ta présence et pour nos échanges à chaque fois qui me font grandement plaisir, pour tes mots et pour tout, mais tu sais déjà tout. Donc je ne vais pas, voilà, je ne vais pas en rajouter. Mais voilà, vivement l'année prochaine. Je referme la parenthèse festival sans nom et là maintenant je vais ouvrir des choses qu'il y avait dans ma boîte aux lettres à mon retour. Il y en a un paquet. Alors déjà tout ça là et ça là. Bon, on n'est pas couché. C'est parti. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé avant, je joue dans le désordre. Un ouvrage, Le Duc graphique, L'œil de la Gorgone.
22 figures mythologiques sous un regard féministe de Naomi Fachan et Médusa Gorgon. Alors, Circé, Médusa, Pandore, Médée, Callisto, Psyché, Gaïa, Perséphone, ces figures de la mythologie gréco-latine, nous les connaissons toutes, mais pas aussi bien que celles d'Ulysse. Ah, que celles d'Ulysse, Persée, Thésée ou encore Eros. Merci le mal gaz qui nous offre depuis des siècles des récits écrits par des hommes, traduits par des hommes et à destination des hommes. Il est temps que ça change. Avec cette bande dessinée, Noémie Fachan donne un grand coup dans la fourmilière et propose une relecture féministe de 22 mythes en réhabilitant 22 figures bafouées, révoltées et en colère. Une réécriture moderne et inclusive qui ouvre le débat et nous offre une réflexion puissante sur notre société actuelle. Consentement, désir féminin, culture du viol, lesbophobie, écoféminisme. Trop cool! Je vais juste vous montrer quelques planches prises au pif, juste pour les graphismes. Trop bien. Trop bien. Waouh. Alors par contre, ça a l'air vraiment quand même assez dense. Donc je ne vais pas me lire ça comme ça. Je vais prendre le temps pour vraiment pouvoir le découvrir comme il faut. Parce que voilà, c'est pas... Alors c'est hyper beau, hyper bien présenté, mais il y a, à mon avis, il y a l'air d'avoir beaucoup d'informations. Donc c'est pas quelque chose qui va se lire en 1 heure, quoi. J'ai envie de prendre le temps de le découvrir comme il faut pour vous en reparler. Donc voilà, mais j'ai trop hâte, il a l'air trop bien. Ensuite, oui, alors, La liste des regrets de Mickey Bremer. Ce roman, il m'a été proposé par les éditions Erol. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas accepté de roman de chez Erol. Parce que j'essaye de réduire mes services presse et d'accepter des romans qui me plairont vraiment. Et alors par contre, quand j'ai lu la 4e de couverture de celui-ci, j'ai eu des frissons. Et je me suis dit, bon ben c'est un signe que celui-là c'est le bon et que je peux l'accepter. Je vous lis ça. La mort, Clover connaît bien. En tant que Tanadula, elle aide des inconnus à vivre leurs derniers jours dignement. Elle recueille les confidences de ses patients et les accompagne jusqu'au grand saut. Un métier sur mesure pour cette grande introvertie qui fuit la compagnie des vivants et leur préfère celle de George, son adorable bulldog. Mais la rencontre de Clover avec une nouvelle patiente chamboule tout. Claudia est une vieille dame pleine de fougue, hantée par le souvenir d'une ancienne histoire d'amour. Pour l'aider à tourner la page, Clover part sur les traces de l'amoureux perdu. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais ça m'a vraiment foutu les poils. J'ai eu la chair de poule, ça m'a fait frissonner et j'ai eu très envie de pouvoir découvrir cette histoire. Donc voilà, je vais la lire prochainement, probablement en décembre parce que mon planning de novembre est déjà archi booké, mais il me tarde de pouvoir vous en reparler. Un colis avec un bonne lecture de mon facteur. Yeah. Tadam. Ils resteront chez nous, de Lisa Jewell. Les morts n'ont pas dit leur dernier mot. Un roman Hauteville suspense. Ah, j'ai trop hâte. Quand le passé refait surface. Des os humains. C'est la macabre découverte que fait l'inspecteur Samuel Owusu sur les berges de la Tamise. Les indices le mènent rapidement à un manoir de Chelsea où 30 ans auparavant, 3 cadavres ont été retrouvés alors qu'un bébé pleurait, abandonné à l'étage. À cette époque-là, Lucy Lemb fuyait Londres après une horrible tragédie. Aujourd'hui, elle croit pouvoir enfin rentrer chez elle, mais c'est compter sans le passé qui revient la hanter. Non loin de là,
Rachel Rimmer est sous le choc. Son mari, Michael, vient d'être assassiné. Alors que Samuel, Lucy et Rachel s'efforcent de démêler le fil de leurs propres intrigues, ils s'apercevront qu'ils sont tous trois liés d'une manière aussi improbable qu'effrayante. Ça donne envie. Ça donne trop envie. Un suspense psychologique complexe et émouvant sur les affres du mariage, les familles fracturées et les obsessions fatales. Trop cool. Trop cool. Alors je ne sais plus s'il est programmé en novembre ou en décembre. Je n'ai pas mon planning sous les yeux, donc je ne me rappelle plus, mais en tout cas, il sera lu bientôt. Ensuite. Ah ouais. Tada! Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge. Un roman aux éditions L'Archipel. Un crime chez les Windsor. Pour célébrer Noël cette année, la famille royale britannique s'est réunie en petit comité dans son château écossais de Balmoral, où le roi Geoffrey s'apprête à prendre la parole. Une annonce capitale, et chacun de ses proches s'interroge. Va-t-il enfin, à 85 ans, désigner son successeur? Mais alors qu'il porte un toast, sa voix s'altère soudain, son visage prend une étrange teinte verdâtre, son verre de whisky tombe sur l'épais tapis, et Geoffrey s'effondre, raide mort. Qui a empoisonné le roi? Petit meurtre en famille ou complot destiné à ébranler la monarchie anglaise, Jonathan, le chef cuisinier, va mener l'enquête. Un mystère en chambre close qui devrait séduire les fans de Cozy Cream. Trop cool, ça a l'air trop bien. Trop hâte. Je ne sais plus non plus quand il est programmé. Faudrait que je refasse le point sur mon planning de lecture. Ma pile penche dangereusement. Ensuite, salut de retour. Oui, mon facteur colis était absent pendant quelques temps. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Qui est-ce? Alors. Alors. Bon, il faudra que je prépare tout ça parce qu'en fait, c'est un jeu. Bah, comme le jeu Qui est-ce qu'on connaît, quoi. Enfin, il faudra que je découpe tout. Ah! On va essayer de ne pas en perdre. Ça, c'est les planches. Tadam! Trop rigolo, j'adore. Beyoncé, Blanche Perron, Clarisse Agbegnini. Bon, il y a plein de gens que je connais pas. C'est trop cool. Un jeu Qui est-ce? Et il y a le bouquin qui nous explique qui est chaque personne. 25 portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. C'est créé par Marie Bongard et Matou. C'est trop cool, hein? Donc il y a le portrait de la nana et puis ça nous dit qui c'est.
Angèle, chanteuse belge, c'est l'une des artistes pop européennes les plus influentes et une voix importante du féminisme et de l'émancipation des femmes. Et puis après, il y a tout un... Oh, je trouve ça génial. C'est une super idée. Une façon ludique de découvrir des personnages féminins forts. Bon, alors, je vous ai parlé d'Angèle, mais... c'est pas... voilà, quoi. Il y a Marie Curie, voilà. Ça ne se limite pas à des personnes... C'est trop cool. Il y a plein de gens que je connais pas, donc ça va être hyper intéressant. Culturellement parlant. Trop cool. Trop cool. Voilà. Ah, il me reste encore un truc à ouvrir. Hop. Oh. Escape Gosn de Michel Stanjowski et Mohamed Kretem. C'est une bande dessinée qui nous vient de chez Samir Éditions et qui nous parle de l'évasion de Carlos Ghosn. Un regard inédit et sarcastique sur l'évasion la plus effrontée du siècle. Je ne connais absolument pas Carlos Ghosn et je ne connais pas du tout l'histoire de cette évasion, mais je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de découvrir ça à travers une BD. Je vous montre un peu en termes de planches ce que ça donne. C'est au hasard, hein. Voilà, les bandes dessinées pour ça c'est une façon hyper ludique en fait de pouvoir en apprendre plus sur certains sujets et je trouve ça hyper chouette. Donc je me ferai un plaisir de découvrir ça prochainement. Je ne sais plus où poser mes affaires parce qu'il y en a partout. Voilà, sur ce je vous abandonne, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Ciao. Hello, je reviens tout juste de la boîte aux lettres et... j'ai tout ça à ouvrir avec vous, donc je ne perds pas plus de temps, je commence de suite. Tac. Le premier. J'ai tout déchiré. Oui. Tada, l'aigle noir de Jacques Saucé. Trop cool. Bon, je l'attendais avec impatience. Il est sorti le 12 octobre, en même temps que le nouveau roman grand format Ce qu'il faut de haine de Jacques, que j'ai lu ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé. Alors initialement j'avais prévu de lire celui-ci en octobre, L'Aigle Noir, mais ayant reçu le grand format, j'ai switché et j'ai lu Ce qu'il faut de haine. L'Aigle Noir est donc prévu pour le mois de novembre. Je vous lis la 4e de couverture. La Réunion 2020. Un sorcier vaudou décide de fonder une obscure église loin de son Togo natal. Un homme meurt dans une terrible attaque de requins. Une petite fille se replie de jour en jour sur sa détresse. L'île, malgré ses paysages de lagons turquoises et de montagnes luxuriantes, n'a rien du paradis auquel Paul Kessler s'attendait. Ancien commandant de police, celui-ci reprend du service à la demande d'un riche industriel de l'île, dont le fils vient de se tuer en hélicoptère. Pour faire la lumière sur cette mort qui semble suspecte, Kessler devra plonger au cœur des vérités les plus sombres. C'est le premier tome de la saga Kessler et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Vivement le mois prochain. Tac. Ensuite. Trop chouette. Elle est énorme, elle est grande. C'est donc la BD
qui est l'adaptation du roman du même nom de Virginie Grimaldi. Enfin, le roman c'est Et que ne durent que les moments doux, la BD s'appelle Les moments doux. C'est une adaptation donc du roman de Virginie Grimaldi réalisée par Vincent Henry et Valéria Gufanti. Tellement, tellement chouette. Ce roman, j'avais adoré. C'est jusqu'à maintenant, alors je les ai pas encore tous lus, mais c'est un de mes préférés. Avec Il est grand temps de rallumer les étoiles qui pour moi est le numéro 1, mais celui-ci m'avait énormément touchée également. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dans cette adaptation. Je vais vous montrer quelques planches pour que vous ayez une idée des illustrations. Je prends au pif, hein. Voilà, c'est juste pour donner une idée des illustrations. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire. Je vous lis la 4e de couverture pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là. Ça y est, c'est officiel. Élise est désormais une mère à la retraite depuis qu'elle a installé son fils cadet à la capitale. Il lui faut maintenant apprendre à vivre pour elle-même. Lily n'est enceinte que de 7 mois lorsque son accouchement est déclenché. À peine a-t-elle le temps d'appeler son conjoint qu'une petite humaine pointe le bout de son nez. Lily doit donc apprendre le métier de mère, sans certitude sur l'avenir de son enfant. Au travers de ses destinées maternelles bouleversées, Les moments doux évoquent ces instants forts, heureux ou non, qui font le sel d'une existence. Toute l'émotion et l'humour du best-seller de Virginie Grimaldi Et que ne durent que les moments doux, dans une adaptation à la fois fidèle et totalement appropriée par ses auteurs. Trop chouette. C'est donc édité chez La Boîte à Bulles. Merci beaucoup pour cet envoi. Merci. Ah, trop chouette. Elle est énorme. J'adore. Ensuite, ça nous vient des éditions Pocket. Elisabeth George. Je n'ai jamais lu Elisabeth George jusqu'à maintenant, mais quand j'ai lu la 4e de couverture de ce roman, ça m'a vraiment interpellée et j'ai eu envie de découvrir. Alors c'est un beau bébé qui fait presque 860 pages. Je vous lis la 4e. Une chose à cacher. Théo Bontempi, membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes, est retrouvé chez elle, assassiné. Thomas Linley et ses adjoints, Barbara Havers et Winston Nkata, mènent l'enquête et découvrent que la policière d'origine nigériane avait été excisée dans son enfance. Un traumatisme à l'origine de sa vocation. Théo s'intéressait d'ailleurs à une clinique qu'elle soupçonnait de pratiquer des mutilations génitales médicalisées. Alors que la canicule échauffe les esprits, Linley et son équipe devront s'aventurer sur un terrain miné par les tensions interraciales et surmonter leurs propres préjugés pour découvrir la vérité. Quand j'ai lu cette 4e de couverture, ça m'a... J'ai trouvé ça hyper puissant, hyper poignant, hyper intense cette thématique. J'ai eu très envie de découvrir. Alors oui, c'est un pavé, mais compte tenu de la thématique, ça peut être hyper riche, hyper intéressant et voilà, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je ne sais plus quand je l'ai programmé, je sais plus si je l'ai mis en novembre ou en décembre parce que là mes plannings sont un peu chargés, je me l'ai surrempli mais voilà, en tout cas je vais le lire très prochainement et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette autrice. Et enfin, le dernier paquet. Oh, cool. Trop sympa. Trop chouette. C'est Mauvais joueur de Amélie Antoine qui sort aux éditions Casterman, mais je savais tellement pas. Il y a même un petit papier. C'est trop chou. Alors, hop, il y a même un petit papier dedans où c'est écrit de la part
d'Amélie Antoine. Oh, merci Amélie. Trop chouette. Mais je savais tellement pas. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup Amélie. Et ben je vais le lire ce week-end parce que ça va se lire très très vite. C'est un roman jeunesse qui fait une centaine de pages. C'est écrit, il fait une centaine de pages et c'est écrit gros, c'est très aéré. Donc ça va se, je vais le dévorer. Je vais lire ça ce week-end. Trop cool. Trop cool. Ah, ça me fait plaisir. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Donc, Mauvais joueur, Amélie Antoine, c'est édition Casterman, collection. Hanté, ça doit être la collection. J'imagine que c'est le nom de la collection. Attendez. C'est ça. C'est une collection des éditions Casterman. Hanté. Cool. Alors, Selma s'est mise en tête d'explorer un collège abandonné. Elle connaît la règle sacrée de l'urbex, ne jamais rien emporter. Pourtant, dans une salle de classe délabrée, elle est attirée par une petite bille de flipper qui semblait l'attendre. Ni vu ni connu, Selma glisse la bille dans sa poche. Une erreur qu'elle va amèrement regretter. Oh, ça donne trop envie en plus. Trop cool. Et donc en fait, c'est des histoires qui font peur. Niveau de peur de cette histoire, il y a 2 têtes de mort sur 3. Ah, c'est trop chouette! C'est trop chouette. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup à Amélie Antoine et aux éditions Casterman pour l'envoi de ce petit roman tout mignon. Enfin, tout mignon. Façon de parler. Je lis ça là, ce week-end, et puis comme ça, je publie ma chronique la semaine prochaine. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Faudrait que je me renseigne. Bref, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Si quelque chose arrive dans ma boîte aux lettres demain, je vous prends en vidéo pour vous le montrer. Si la boîte aux lettres s'avère vide demain, ça sera la fin de ce vlog. Surprise. Ciao.